Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de Vue. Vous connaissez le principe, 1 heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Pour mener cet échange à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Cette émission est à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons un passionné d'images et d'histoire, messager de petits et grands récits qu'il produit et capture derrière sa caméra, Patrick Bosselin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous définissez comme un Martiniquais, fervent défenseur du talent martiniquais et de la gagne à la martiniquaise. Depuis 40 ans, vous militez à travers vos productions pour la transmission de notre patrimoine. Vous avez également beaucoup de choses à dire et à dénoncer. Pour le prologue, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Avec plaisir. Bienvenue Patrick Bosselin. Vous êtes un militant de l'audiovisuel, producteur et réalisateur indépendant, passionné par l'histoire et le patrimoine de la Caraïbe. Vous êtes né à Fort-de-France en 1957. Vous passez votre enfance à Desrochers. Vous êtes fils unique. Votre père était médecin rhumatologue. Il avait sûrement envie de vous voir suivre ses pas, mais il n'en sera rien. Vous allez vous inscrire au club photo du collège Ernest Renan. Et de là va naître votre passion pour la photographie. Vous aimez photographier des modèles. Vous avez le sens de l'esthétique, du goût, ce qui vous vaut une cote de popularité parmi les filles. C'est l'époque de l'argentique, des photos en noir et blanc, vous êtes talentueux, vous remportez vos premiers concours photos au lycée, et c'est en voyant une annonce dans le France Antilles, où une équipe de tournage franco-vénézuélienne recherchait un photographe de plateau cinéma, que vous décidez de partir avec elle dans la Caraïbe réaliser ce film publicitaire. Vous ne passez pas votre bac, mais c'est le début d'une passion dévorante pour l'audiovisuel et la Caraïbe. À votre retour en Martinique, vous créez le 2 janvier 1981 le Studio Pat, votre studio photo à la rue Schellcher à Fort-de-France. La concurrence est rude. Vous vous lancez alors dans la production de films publicitaires d'éducation à la santé. Vous recevez votre premier prix en 1987 avec votre film sur les parasitoses à l'occasion du Festival international du film et du livre médical à Paris, le Caducée d'Or, un film en créole qui rafle le premier prix devant des films américains et italiens. Dès lors, rien ne va vous arrêter, vous visez l'excellence sans cesse. Vous décidez de mettre en lumière l'histoire méconnue de la Martinique. Vous allez frapper à plusieurs portes d'organismes pour proposer vos services en production, mais on vous répond qu'il n'y a pas de budget pour cela, alors vous allez faire par vous-même avec vos propres moyens. Vous réalisez et produisez du coup votre film La Martinique, l'histoire de votre île vue par vous, qui sera présenté dans plusieurs festivals internationaux. Et sans gros moyens, vous voilà aussi producteur. Les débuts sont difficiles, les institutions préfèrent faire appel à des boîtes venues de France. Ça ne vous plaît pas et vous le faites savoir, sachant que vous êtes équipé de matériel de pointe. Vous dénoncez les injustices du secteur, l'absence d'aide. Vous n'avez jamais obtenu de subvention et pourtant, cela n'empêche pas de faire des films. Vous avez réalisé et produit une douzaine de films. Votre dernier film, La couleur de l'esclavage, a eu 42 sélections officielles dans des festivals et obtenu déjà 67 récompenses dans le monde entier. Russie, Inde, Allemagne, Australie, Suède, New York et la liste est longue. Et votre objectif maintenant est de décrocher un Oscar. Et vous allez travailler pour. Vous êtes un réalisateur militant, vous réalisez des films avec plus de 300 figurants, des bénévoles pour la plupart. Vous faites quasiment tout seul, écriture, casting, préparation des décors, réalisation, montage. Votre dernier film a été projeté à Ouidah au Bénin. Il n'a pas encore été diffusé chez vous en Martinique. Vous aimeriez produire encore plus, mais là encore, ça demande des moyens et vous ne les avez pas. Mais la passion vous anime plus que tout. 44 ans que vous êtes dans le milieu de l'audiovisuel et vous n'êtes pas prêt d'arrêter sans avoir tenté les Oscars. Et vous préparez déjà votre film dans ce cadre-là pour 2028. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes peintre et que plus jeune, vous avez peint et vendu vos toiles pour financer l'achat de matériel audiovisuel. Et que vous allez également écrire un livre. Vous avez 2 garçons, vous êtes un Martiniquais du monde, comme vous aimez le dire, et que même si vous n'êtes pas prophète chez vous, rien ne vous fera quitter votre Martinique. Est-ce que ce portrait est fidèle à ce que vous êtes, Monsieur Bosselin? À 99%. Alors, qu'est-ce qui manque? Non, je ne suis pas monteur. D'accord. Je ne monte pas mes films. D'accord. Je fais appel à un monteur professionnel pour mes films en général. D'accord. Je fais déjà beaucoup, hein. Donc, c'est certain. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de votre premier film, La Martinique?
Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, d'où vous vient cette envie d'écrire un film sur l'histoire de votre île? Bah, toujours pareil, c'était un ras-le-bol de proposer mes services et de réaliser un film sur la Martinique. C'était le sujet qui m'est venu, c'était à mon avis la base même de faire un beau film sur la Martinique pour promotionner l'île. Et pendant des années, j'ai proposé mes services à ce qu'on appelait l'Office du tourisme à l'époque. Et bon, c'était pas le moment, il fallait revenir l'année d'après, etc., etc. Ça a duré longtemps. Un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai contacté la Barbade. Et la Barbade m'a dit oui, on est preneur de faire une coproduction martinico-barbadienne, ou je ne sais, le ministre du Tourisme de Barbade. Et donc, je suis retourné les voir, j'ai dit, mais voilà, j'ai un contact. Et on m'a dit, non, on ne va toujours pas suivre. On est concurrent avec la Barbade, donc on ne fait rien. Vous avez donc fait tout ça? Voilà. Donc, je me suis dit que je vais faire mon film. Je vais faire mon film et puis voilà, j'irai à l'international, puisque bon, dans l'île, on ne peut pas faire. Avec quels moyens à l'époque vous l'avez réalisé, ce film? Avec très peu de moyens, juste une caméra et puis mes pieds, me déplacer dans l'île pour aller filmer la Martinique, je dirais quasiment profonde, c'est-à-dire avec un regard de moi martiniquais, mettant en avant en fait les hommes, la culture, le patrimoine. Donc j'ai fait le tour des Yoles. Les combats de coqs, la campagne profonde, la cuisine, les paysages, voilà. Ceux à qui on ne donnait pas ou peu la parole à l'époque? Comment? À cette époque-là, on leur donnait peu ou pas du tout la parole, justement, à ces Martiniquais Ce qui était fait à l'époque, et en fait, ça perdure encore. C'est-à-dire que, bon, ceux de l'extérieur, quand ils viennent, ils s'arrêtent à la plage, au soleil, au cocotier, un colibri, un anoli. Il y a autre chose, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un patrimoine, il y a une culture, il y a une richesse, il y a une histoire. Voilà. Vous êtes martiniquais viscéralement, on l'a dit, Mélinda l'a dit. La Martinique, vous avez connu une Martinique d'hier et celle d'aujourd'hui, bon, même si vous n'êtes pas si vieux que ça. On peut dire ça. Mais voilà, vous avez vu évoluer cette île. Quel regard vous portez sur cette évolution de votre territoire, sur la Martinique d'aujourd'hui? C'est un peu ce que j'ai raconté dans mon avant-dernier film qui s'appelle « En temps, longtemps ». Un regard, et de par l'actualité d'ailleurs en ce moment, on ne peut pas freiner l'évolution des choses et le progrès, tout ce qu'il y a derrière. Mais la Martinique a changé depuis en fait, l'arrivée des premiers bateaux à vapeur, parce qu'avant il y avait des bateaux à voile, donc c'était beaucoup plus rapide. Puis les avions à hélice, et puis ça a continué. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, on vivait dans notre île avec ce qu'on avait, au niveau culinaire, l'agriculture et tout ce qu'il y a. Et quand on avait besoin de vêtements, on allait chez le tailleur, chez la couturière, on faisait faire ses chaussures, on se débrouillait et on vivait ainsi. Et puis quand il y a eu l'arrivée de ces bateaux, de ces avions, il y a eu la mode de Paris qui est arrivée en Martinique. Et puis, ça y est, c'est parti. On a laissé les tenues traditionnelles pour aller acheter du prêt-à-porter. Déjà à l'époque, ça a commencé. Et puis, bon, ça a continué. Et puis, il y a eu plein d'inventions. C'est assez remarquable, en fait, que moi-même, en faisant ce film, je me suis rendu compte que en 50 ans à peu près, on a tout subi, en fait. Pas nous seuls, hein, la métropole et bien d'autres pays. C'est-à-dire les premières voitures, les premiers réfrigérateurs, la télévision, la radio, les tourne-disques, le téléphone. Tout est arrivé. Les inventions se sont multipliées. Voilà. Et depuis, à mon avis, on n'a rien inventé. On n'a fait que modifier technologiquement, parce que bon, on a une technologie plus futuriste, donc on a des petites choses, on a des petits téléphones, on n'avait plus les gros téléphones, les ordinateurs et tout, mais bon, on n'a plus rien inventé. Bon, si on y pense, c'est ça. Et vous pensez qu'il faudrait qu'on aille chercher dans les modèles d'antan pour mieux vivre aujourd'hui, à l'heure où justement on parle de cette dépendance de l'importation, cette incapacité qu'on a à s'autosuffire? Oui. Est-ce que vous êtes... Vous prenez de retourner vers d'anciens modes de vie qu'on a pu cultiver ici tout à par fait. le passé? Moi je suis pour. Vous êtes nostalgique? Non, ce n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de vie plus saine, je dirais même. Parce que bon, on a tout ce qui est nourriture qui nous arrive après des chemins, des trucs pas possibles. Faire venir des ananas du Costa Rica
ou des Christophines de je ne sais plus où. Moi, je trouve ça que c'est complètement absurde. Donc, des Christophines, bon, à la limite, je ne dis pas que ça pousse tout seul, mais bon, on a une île qui permet de faire ce genre de production. Et donc, à mon avis, on aurait mangé plus sainement. Et puis, il y a toujours ce côté où les grandes surfaces, de toute façon, font la politique, font la culture même. C'est-à-dire que, bon, là, on est bientôt à la Toussaint. Ça y est, on va déjà trouver dans les grandes surfaces tout ce qu'il faut pour mettre sur les tombes. Et puis, on a ce fameux Halloween débile. Donc, et là, on se dit, tiens, oui, il faut consommer Halloween. Mais qu'est-ce qu'on a à faire d'Halloween? On n'a pas besoin d'Halloween, quoi. Donc, moi, j'ai connu les caca-bougies. Je ne sais pas s'il faut retourner aux caca-bougies, parce qu'on n'a même plus les bougies de la même façon. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose. On a une richesse, on a un patrimoine, et on devrait pouvoir, je dirais peut-être pas s'autosuffire, mais se suffire mieux. La fin d'année arrive, on va faire encore venir des cochons, entre autres. On ne fait que 10%. C'est incroyable, 10%. Donc, à mon avis, il y a beaucoup à faire. Mélinda l'a dit dans votre portrait, vous allez bientôt écrire un livre. Ça fait partie de vos prochains projets. Ce sera justement un livre militant, en ce sens, où voilà, ça va retracer votre carrière, j'imagine. Mais est-ce qu'il y aura une pointe de militantisme dedans? Oui, par la fois, je ne suis pas spécialement militant, de par ce que j'ai fait, de par ce que j'ai déjà fait. Quand j'ai commencé très jeune, justement, à être militant, sans le revendiquer spécialement, mais en fait, faire un livre, ma foi, pourquoi pas, de mon vivant, ça serait peut-être pas mal. Par contre, maintenant, c'est le temps qui me moque. Donc, parce que bon, j'ai quand même fait pas mal de choses en 44 ans. Hein. Militant de quelle cause? Dites-nous. Notamment pour l'audiovisuel, hein, je ne peux pas m'occuper de tout. Et des grandes lignes, notamment, le combat le plus important, ça a été quand même de modifier la loi avec Feu Émile Maurice, l'ancien président du Conseil général de Martinique, où je n'avais pas accepté, de toute façon, à cette époque, on remonte à quelques décennies, on prenait 747 pour aller en métropole, et arrivé au CNC, au Centre national du cinéma, j'essayais de comprendre comment développer, comment financer mes films et autres, puisque je suis département français. Et le monsieur m'a dit d'aller faire mes films sur les cocotiers. Mon pas pris, quoi. Mais mon pas pris. Donc, rentré au pays, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. J'ai acheté le code qui régit les lois du cinéma français, les coproductions et autres, et fait, 4e page, je ne sais plus, tout cet axe de loi ne s'appliquait pas à l'outre-mer. Donc, je comprends pourquoi ce monsieur dit, bon, vous allez faire vos films sur les cocotiers, quoi. Mais c'est impensable, et donc, mais ça a été mon premier combat, donc voilà, on est arrivé avec les politiques, je n'étais pas politique, mais les politiques ont compris, je suis arrivé... Et en fait, grâce à moi, quelque part, l'outre-mer bénéficie, en tant que Français, des textes qui régissent le cinéma français. Voilà, ça, c'était un premier combat. Vous l'avez dit, vous avez une longue carrière. Vous avez eu votre tout premier... C'est pas fini, hein? Non, qui n'est pas terminé, bien sûr, bien sûr. Non. Vous avez une longue carrière et vous avez eu votre tout premier prix en 1987 pour un film qui parle d'éducation sanitaire sur les parasitoses. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film et de ce prix que vous avez obtenu? Le récompense, c'est la première fois que je participais à un festival. Alors, comme on a dit, mon père était médecin et je voyais un petit peu tout ce qu'il recevait à l'époque des laboratoires et toujours la publicité. Et maintenant, ça a drôlement diminué. Et puis j'ai vu un jour qu'il y avait pour un livre un festival du film et du livre international, un film médical. Donc, je me suis dit, papa qui aurait bien aimé que je sois chirurgien ou médecin, je ne l'ai pas fait. Je dis, tiens, j'avais présenté mon film, pourquoi pas, on va l'inscrire. Et puis, ne voit-il pas que, j'ai eu le premier prix, le Caducée d'Or, d'un film, comme on dit, américain-italien. Il pas les mêmes moyens. Bon, c'est un film qui était commandité par la DAS à l'époque. Donc, un film qui était en créole? Ah oui, présenté quasiment entièrement en créole. Le jury m'a aussi fait venir. J'étais allé avec une plaquette quand même, avec, on va dire, la traduction, on va dire. C'est le professeur Sournia à l'époque. Et devant le jury, donc j'ai dû répondre à quelques questions, puisque le créole, il ne maîtrisait pas trop. Donc, ça s'est bien passé. Et ce fut le début, Patrick Bosselin, d'une longue série de prix et d'une carrière très foisonnante qu'on va aborder après avoir marqué une première très courte pause. Avec plaisir. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Patrick Bosselin et nous allons maintenant parler de l'un de vos combats, à savoir la transmission du patrimoine caribéen à travers vos films.
Effectivement, Patrick Beaucelin, on l'a dit, une douzaine de films à votre actif. Le dernier s'intitule « La couleur de l'esclavage ». On en regarde tout de suite un extrait. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. Donc La couleur de l'esclavage, 93 minutes, un film que vous avez écrit, réalisé et produit sur un sujet ô combien sensible. Comment abordez-vous ce thème de l'esclavage dans le film? Quel est finalement votre parti pris sur ce film, puisqu'il faut sans doute faire des choix quand on aborde un sujet aussi vaste? Non, je ne sais pas si j'ai parti pris, mais en fait, il me fallait raconter cette histoire. Ce n'était pas au début prévu que je fasse un film sur l'esclavage, puisque bon, j'étais parti sur un tournage. Il faut dire que ça s'est passé au moment de la pandémie, du Covid. Donc, ça fait déjà 1 an que je travaillais sur un tournage sur la Guadeloupe, en fait, à Baie-Mahault. 1 an de travail, et puis qui a été bloqué quasiment du jour au lendemain avec cette pandémie. Et donc, pas question de retourner, surtout qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir, tout ça. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose en restant en Martinique. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit aussi, pourquoi pas un film. J'ai échangé avec l'équipe, et on s'est dit, on va faire un film sur l'esclavage. On va essayer de faire un film et complet. Et donc, l'idée, pourquoi justement le titre, la couleur de l'esclavage, il y a un jeu de mots, la couleur, comme homme de couleur. Et la couleur de l'esclavage, c'est une palette, en fait. Je voulais raconter le plus complet possible cette vie, depuis les captifs africains mis en esclavage dans les îles. Et qu'est-ce qui leur arrive quand ils arrivent? Comment ils mangent, comment ils travaillent, qu'est-ce qui se passe, en fait? Voilà. Et donc, c'est ce que le film raconte dans son ensemble. Comment vous travaillez sur des sujets comme ça qui nécessitent quand même d'importantes recherches documentaires? Est-ce que vous vous entourez d'historiens, de scientifiques, de spécialistes? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une approche romancée? Comment vous travaillez sur ces sujets-là? Non, mes films sont pas romancés du tout. Ils sont vraiment vrais et purs, historiquement parlant, ou scientifiquement parlant. Je ne suis pas historien. Voilà, vous n'êtes pas historien, justement. Non, je respecte le travail des historiens. Ça ne s'est pas toujours bien passé avec les historiens, parce que, bon, une perte de temps quand ils ne sont pas d'accord. On prend 2 historiens, ils ne sont pas d'accord. Donc, je ne sais pas comment on va avancer. Donc, moi, je préfère encore travailler à ma méthode, en fait. C'est notamment pour ce film, d'avoir visité pas mal de musées dans la Caraïbe, un peu partout. Du nord au sud, on regarde un petit peu, beaucoup de lectures, plus de 70 livres étudiés, et pas des moindres, parce qu'il y en a qui sont 300, 700 pages. Donc, et puis de ça, faire quasiment un choix, en fait, lorsqu'on avait des faits qui étaient relatés dans des manuscrits, dans des livres ou autres. Donc, il fallait retenir, quand on retrouvait les mêmes choses, on se dit, bon, ça c'est vrai, c'est pas du blabla, donc voilà, on avance. Quand j'avais un doute, je ne raconte pas, pour ne pas me tromper. Donc, voilà comment je fais. Donc, c'est assez mathématique, assez technique, voilà.
Vous vous faites prêter aussi peut-être des objets d'époque. Enfin, quand on réalise un film tel que celui-ci, comment vous faites aussi pour réunir tous ces objets qui vont donner plus de crédibilité et de véracité à votre film? Où est-ce que vous tapez en fait? Chez qui? Je tape un peu partout, quoi. Pas sur les bambous en tout cas, mais il faut faire beaucoup de recherches, oui. Beaucoup de recherches, c'est-à-dire aussi bien pour les costumes que les accessoires en général, de tortue et autres. Donc, j'ai fabriqué presque tout avec l'équipe, ne serait-ce que les chariots de Cannes. Bon, on les a construits, on a fait seulement rentrer les roues, parce que bon, les roues en bois, pour les faire, c'est galère et ça coûterait très cher. Donc j'ai pu trouver des vraies roues que j'ai fait rentrer par conteneur et on a construit les charrettes. Les costumes, on l'a fait en fonction des lithographies, d'images d'époque. Et puis, tout ce qui est tortue et autres, bon, les masques de fer et autres, des reproductions fidèles par des objets qui sont dans des musées. Donc, voilà, c'est tout un travail de préparation. Et la difficulté, en fait, de film historique, c'est que, justement, il faut se replonger dans le temps, remonter au 17e, 18e siècle. On tourne dans des lieux historiques, mais qu'on a dû souvent nettoyer. Je pense notamment à Saint-Pierre ou encore au Château du Buc, avec la participation du Parc naturel et de son équipe, de la mairie de Saint-Pierre aussi, que je remercie de toute l'équipe. Donc c'est du grand nettoyage, parce que bon, on tourne un film historique, mais on ne tourne pas dans des ruines, entre guillemets. Voilà, on tourne dans un lieu et voilà. Donc il y a un énorme travail de reconstitution. C'est un gros travail de reconstitution, de repérage. Dans ces décors naturels aussi, il y a déjà quelques films qui ont été réalisés sur l'esclavage. Alors en Martinique, sans doute pas beaucoup, mais dans le monde. Votre film, La couleur de l'esclavage, il apporte quoi par rapport à ce qui s'est déjà filmé et raconté sur l'esclavage, selon vous? Je pense qu'il apporte beaucoup plus. Mon film n'est pas commercial du tout, en fait, ni romancé, comme on disait tout à l'heure. Je raconte les faits, comment ça se passait au plus près. Donc, avec justement ces fameux figurants, hein, c'est Monsieur Tout-le-Monde, qui sont bénévoles, qui ne sont même pas des acteurs. Hein. Donc, parmi mes figurants, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des enseignants, on a un peu de tout, voilà, qui se sont prêtés au jeu et qui jouent magnifiquement bien. Et c'est sur ça que j'appuie pour raconter cette histoire, c'est important. Et vous-même, vous êtes en paix avec cette histoire douloureuse ou c'est aussi une forme de création cathartique? Non, je suis en paix avec moi-même. Je pense qu'il est important de raconter cette histoire, parce qu'on parle de l'esclavage, mais de tous les autres thèmes que j'ai abordés et d'autres qui viendront. Je pense qu'il est important pour les jeunes et les moins jeunes de connaître notre patrimoine, notre culture, notre histoire et d'en être fiers. Donc, et notamment pour avoir présenté le film à l'extérieur ou à l'Hexagone ou ce qu'on veut, tous ceux qui ont vu ils sont fiers, ils sont contents. Voilà, ça manquait et c'est certainement le premier film français documentaire qui approche d'une manière très historique les faits et assez complet. Donc les autres productions de films, j'ai regardé aussi des films, hein, des documentaires, j'ai pas fait que lire des livres. C'est des films américains le plus souvent, à près de 90%, mais qui abordent juste une petite partie. C'est pratiquement un prétexte à faire du commercial. Qui ne relate pas tous les faits. Et les documentaires, moi, c'est un long métrage mi-fiction, donc avec des acteurs et des figurants qui jouent le jeu, qui sont complètement dans le... Et à l'inverse, je ne suis pas du tout pour les documentaires classiques. On a des interviews, des photos anciennes, des trucs... non, ça, je m'emmerde, là. Oui. Vous trouvez que le format est éculé? Ah oui, non, tout à fait, oui. Mes films, moi, tiens, même les enfants ont vu les films et ils tiennent, quoi. Il faut le faire, hein. Votre film, c'est 42 sélections dans des festivals, oui. plus de 67 récompenses. En quoi notre histoire intéresse les jurys de ces festivals? Le jury, notamment, on a des jurys à l'inverse, parce que je ne participe plus à rien de local. Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça c'est fini pour moi. Je suis uniquement à l'international. Et en fait, on a des jurys, mais qui ne me connaissent pas au départ, parce qu'il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs, un peu partout, c'est un peu ce mix qu'on trouve à chaque fois, qui jugent le film. Voilà. Donc, il y a certainement de ce film le côté humanitaire, où justement,
ces captifs africains sont traités comme pire que des animaux. Hein. Le passage seulement du milieu dans le bateau, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Il restait quand même plus de 2 mois quand le bateau arrivait, à ne pas savoir où ils vont. Et qu'est-ce qui va leur... Parce qu'ils ne comprennent pas. Personne ne comprend personne. Ils savaient bien jouer le jeu de mélanger les ethnies, comme ça ils ne se comprenaient pas déjà, vu le nombre de langues parlées en Afrique. Et en plus, bon, c'était des Européens, alors c'était des bateaux anglais, français, espagnols, donc personne ne comprenait personne. Ils étaient traités vraiment comme du bétail. En quoi, selon vous, des jurys, puisque vous avez fait l'expérience avec vos films, des jurys internationaux, beaucoup américains, ont un regard différent sur vos films que des jurys français? Vous avez dit que vous ne présentez plus vos films dans les festivals français. D'abord, pourquoi? Non, dans les départements. Dans les départements français. Oui. Mais par contre, vous allez chercher... en France, oui, je l'ai présenté. Par exemple, Festival panaméricain à Cannes, j'y vais, c'est justement la semaine prochaine, où le film est nominé au Panafricain de Cannes. J'ai été primé aussi en juin au Festival des films du monde à Cannes aussi, le premier prix film historique de l'année. Et bien d'autres, à Avignon aussi. Non, les films français, oui, ça, au Festival français, oui. Et quel accueil ils reçoivent? Est-ce que l'accueil est le même dans le regard français et américain? Alors, il y a peut-être pour aller rapidement, je l'ai présenté aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat avec l'accord du président. C'est une démarche encore différente. Je voulais que les politiques voient ce film. Et c'est pas fini, je pense qu'il y aura d'autres choses derrière. Les Français, c'est la difficulté parce que c'est leur histoire et pas leur histoire. Il y a quelque chose un petit peu délicat. Chez les Américains ou au Canada, par exemple, mon film a fait quand même l'ouverture, notamment, par exemple, du Festival international de Toronto. Donc, c'est pas des moindres. Je me suis dit, waouh! C'est-à-dire que la Martinique est mise en avant et c'est la Martinique qui ouvre le festival. J'ai fait aussi celui d'Hamilton et plus modestement celui de Saint-Barth. Donc, à Hamilton, c'était pareil, quoi, que c'est mon film qui ouvre le festival, en fait. Hein. Donc, il a été primé aussi par la suite. Mais bon, c'est un regard différent, je ne sais pas. Et quelles sont les critiques qui vous sont faites sur votre film? Elles sont dans l'ensemble positives. Hein, donc, ça se passe très bien. La preuve des résultats, hein, d'ailleurs, puisque, bon, quand le jury décide... je ne suis pas allé dans tous les festivals, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas de jet privé pour faire toutes les... Donc j'ai fait le Canada, j'ai fait la France, j'ai fait les États-Unis, des choses comme ça. Mais bon, je n'ai pas fait la Russie où il a été primé, je n'ai pas fait l'Argentine, un peu partout dans le monde, la Suède et autres. Donc c'est quand même assez considérable que cette histoire qui n'est pas l'histoire des Suédois ou des Argentins ou des Russes, le film soit primé. Alors, oh là, mais... Justement, Patrick Bosselin, on le sait, on le voit encore à la faveur de la crise sociale actuelle. Notre société martiniquaise est toujours en pleine appropriation de cette mémoire douloureuse. Il y a ceux qui se battent pour la réparation, d'autres qui plaident pour la réconciliation. Que fait-on de cet héritage de souffrance? Voilà, on est en plein questionnement dessus. Est-ce qu'un film comme le vôtre, est-ce qu'à travers ce film, vous voulez aussi apporter votre regard politique d'une politique au sens large, sur finalement cette histoire qu'on essaye de s'approprier d'une manière ou d'une autre? Quel est le message, s'il y en a un, dans La couleur de l'esclavage? Non, comme je dis, on m'a traité de militant, moi je veux bien, du fait qu'effectivement c'est un travail de longue haleine, mais non, il n'y a pas de regard politique ni de critique, je ne suis pas journaliste, je laisse ça pour vous, les journalistes. Donc je vais surtout j'essaie d'être le plus vrai possible, historiquement parlant. Vous êtes vraiment sur les faits, rien que les faits? Oui, les faits, rien que les faits, je ne prends pas parti, dis quoi c'était bien, c'est pas bien. Non, je raconte les faits et je laisse libre à chacun et tout à mon spectateur de ressentir. Hein. Il y a eu de tout. Hein. Il y a une dame qui m'a dit m'envoyer une fois, m'envoyer 2 fois. Quoi. Donc j'ai de tout. Il y a des gens qui ont perdu la parole, puisqu'après chaque projection, il y a toujours un débat animé qui dure assez longtemps, c'est extraordinaire d'ailleurs. Au Sénat, il y a une sénatrice qui est restée, celle de Saint-Barth par exemple, qui est restée. Elle m'a dit, Monsieur Bosselin, je vais m'absenter parce que j'ai une réunion importante. Et puis à la fin de la projection, elle est encore dans la salle et elle a pris la parole pour dire qu'elle voulait absolument, elle ne pouvait pas. Donc elle a annulé sa réunion si importante que ça pour regarder mon film dans son intégralité.
Donc on ne reste pas insensible. Donc on verra bien quand les Martiniquais vont découvrir le film. Patrick Bosselin, nous allons marquer une dernière très courte pause. On se retrouve tout de suite après. Justement, nous allons parler de la manière dont vous financez et vous réalisez vos films. À tout de suite. Avec plaisir. De retour dans votre émission Angle de vue pour la troisième et dernière partie en compagnie du réalisateur martiniquais Patrick Bosselin. Après avoir produit les autres, vous avez produit vos propres réalisations, on l'a dit. Est-ce le manque de financement qui vous y a contraint ? Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand je proposais à l'époque tel ou tel film à réaliser, il y avait toujours un refus, quoi. C'était pas le moment, il fallait revenir, il fallait recommencer tout le temps, quoi. Ça, vous nous avez parlé notamment de vos débuts, mais ça a continué après, même au fur et à mesure de vos réalisations. Maintenant, difficile, de temps en temps, on me donne des cacahuètes, mais pas le cornet complet. Donc, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Moi, j'ai un ras-le-bol de ça. Et ça me donne plutôt de la force, en fait. Je dis souvent, la Martinique est une super école, parce que, bon, les enfants du pays ne sont pas aidés. Alors, donc, quand on commence à arriver, c'est que, bon, on a bien... C'est qu'on a la rage, c'est qu'on a la rage de vaincre. Vous dénoncez justement régulièrement le manque de soutien, notamment de la collectivité territoriale envers les producteurs locaux, dans leur ensemble. La longueur aussi des procédures pour, in fine, obtenir de très maigres subventions, quand on en obtient. Quand il y en a. Voilà. Alors que l'essentiel de l'enveloppe est accordé aux boîtes de production extérieures. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous expliquez cette répartition ? Quelles sont les réponses aussi que l'on vous donne lorsque justement vous allez demander des subventions ? C'est des réponses tout à fait... pour la couleur de l'esclavage, prenons ça comme exemple, puisque c'est le dernier qui n'a bénéficié d'aucun soutien. Première mandature avec celle de Marie-Jeanne, où on m'a dit non. Assez étonnant. Je suis revenu à la charge, entre guillemets, lorsqu'il y a eu l'élection avec le président actuel, Serge Letchimy, que j'ai rencontré il y a déjà plus de 4 ans maintenant, parce que ça a été plus de 4 ans le film à préparer. Il m'a comparé à Picasso. J'ai dit, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est Picasso vivant ou Picasso mort, ça c'est une autre histoire. Mais cela dit, 9 mois après, je finissais par recevoir une lettre me disant que le comité de lecture n'avait pas retenu mon scénario, n'avait pas retenu mon film, et dans le courrier, on me disait qu'en fait, ce que je fais ne sert pas au développement du cinéma à la Martinique. Donc j'ai demandé à rencontrer le président à nouveau pour demander une explication. Et vous l'avez vu ? Oh, oui, il m'a reçu, absolument, oui, mais son souci était que le comité de lecture avait dit qu'il ne me suivait pas. Il m'a dit, est-ce qu'il faut qu'il dissout le comité de lecture ? J'ai dit au président... C'est pas à moi de décider ce genre de choses. Donc voilà, et que de toute façon, ça n'a pas de sens. Jusqu'à nouvel ordre, c'est lui le président. Et normalement, il est censé aller contre ou parce que, il y a une politique culturelle, notamment, on parle de culture, et donc lui, il dit ce sujet, je veux qu'on l'aborde, je veux qu'on fasse quelque chose. Donc, allez comprendre. Ça n'a pas été fait, il ne l'a pas fait. Alors, la Martinique est pourtant dotée désormais d'un bureau, et notamment sous la houlette de la CTM, d'un bureau d'accueil des tournages. Je pense que vous voyez de quoi il s'agit, qui est censé promouvoir notre île comme un espace idéal de tournage, donc pour attirer des productions françaises ou étrangères. D'ailleurs, il y a quelques films et séries qui se réalisent dans notre territoire. Je pense à Tropique Criminel, mais aussi en ce moment le tournage de la série Netflix Bandit. Est-ce que pour vous, la création de ce bureau d'accueil des tournages et le fait que des productions comme ça viennent en Martinique profitent à l'ensemble de la production audiovisuelle locale, dont vous, ou est-ce que ce sont des concurrents? Et justement, quand vous dites d'un côté on me refuse des aides et en même temps on fait venir des productions de l'Hexagone ou d'ailleurs? Non, je ne vais pas dire le mot concurrent, parce que c'est pas commercial et tout, donc ça ne me chagrine pas à ce niveau. Mais c'est, à mon avis, une fumisterie. Ce bureau d'accueil des tournages, pour vous, c'est une fausse bonne idée? On aborde le sujet, là, il faudrait une émission pour que j'en parle, parce que j'ai fait quand même pas mal de choses à ce niveau. Notamment le Conseil général qui, il y a déjà longtemps, il y a au moins 25 ans, voulait faire ce fameux
bureau de tournage et qu'une prise de parole, puisqu'on m'avait invité, ça a été cassé. Et c'est France Antilles qui, le lendemain, disait que le Conseil général revoyait sa copie. Donc j'ai fait capoter le système. Je ne suis pas contre, mais encore faut-il qu'on nous demande, nous, professionnels, et tout au moins à l'époque, on était quand même plusieurs à faire de la production. On commençait à savoir ce qu'on veut avant de dire qu'on va faire pour nous. Maintenant, ce bureau de tournage, je ne sais pas à quoi il sert, sinon à faire venir des gens de l'extérieur. Donc on a trouvé que c'était formidable. Comme j'ai déjà dit dans une conférence de presse, c'était que j'avais fait une avant le Covid, par rapport justement à l'arrivée de cette histoire criminelle. On a déjà un crime tous les 2 jours. Enfin, bon, je trouve ça... ils ont un budget conséquent, puisque bon, ils ont quand même par épisode 1 million d'euros. Donc c'est... Moi, je n'ai pas eu 30 000 pour faire mon film. Donc, il faut dire, et on leur donne encore des centaines de milliers d'euros. Et en même temps, on peut aussi considérer que ça fait travailler des techniciens martiniquais, Ben, des comme acteurs je l'ai dit, martiniquais. Oui, si on parle comme ça, mais c'est un cercle vicieux et on se mord la queue, quoi. Je veux dire que, bon, moi, si on me donne... moi, j'ai tourné un film sans preneur de son, sans assistante, parce que, bon, on l'a fait en post-production par la suite, parce que je ne pouvais pas payer. Je n'ai pas pu avoir de maquilleuse professionnelle systématiquement sur les tournages, parce que ça faisait trop. J'étais toujours à l'économie. Comment faites-vous justement? Et si je ne suis pas à l'économie, que j'ai un budget, je vais embaucher preneur de son, lumière et tout ce qu'il faut. Et comment faites-vous justement pour contrecarrer ce manque de subventions publiques depuis plus de 40 ans maintenant? Eh bien, c'est ma force, c'est les ancêtres qui sont avec moi, c'est assez exceptionnel, mais c'est comme ça. Donc, c'est ma volonté, j'ai la chance d'être martiniquais, d'être né en Martinique, et c'est une puissance. Et je dis que je suis un enfant du pays. Comment vous financez vos films sur vos fonds propres? Eh bien, sur des fonds propres, sur des donations, sur quelques sociétés qui participent, voilà. Donc, mais avec très peu, je fais beaucoup, je fais assez grand. Vous avez des mécènes réguliers quand même? Oui, assez souvent quand même. Oui, qui croient en moi et qui reviennent, oui, quand c'est possible. Ouais. Mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous avez même dû d'ailleurs organiser une cagnotte solidaire en ligne pour financer votre film En temps longtemps, et vous avez même vendu des effets personnels pour arriver au bout de ce film. Vous l'avez dit également, vous travaillez très souvent avec énormément de figurants qui sont des bénévoles, donc c'est basé sur le bénévolat et la débrouille. Est-ce que votre système, un jour, ne va pas trouver sa limite? Est-ce que vous ne craignez pas ça? Qu'un jour, ça s'arrête parce qu'il n'y aura plus assez de bénévoles, parce que vous n'aurez plus d'effets personnels à vendre pour boucler le financement de l'un de vos films? Non, moi, je suis toujours positif. Quoi qu'il arrive, je vais aller aux Oscars. J'irai en 2028 aux Oscars. C'est clair et net. Donc, ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui ne peuvent pas, eh c'est pas grave. Moi, j'ai toujours eu comme principe que les chiens aboient, la caravane passe. C'est moi la caravane, bien sûr. Donc, ça ne me gêne nullement. Le film que je veux, sur lequel je travaille, j'ai deux thèmes que je n'ai pas encore. Je suis en train de travailler dessus. C'est du temps, ça se fait pas comme ça. On m'aurait même donné l'argent que je ne peux pas tourner le film parce que je n'ai pas encore le scénario, que je n'ai pas fait les repérages, je n'ai pas mes acteurs, j'ai pas... Mais bon, ça va être quelques millions d'euros pour aller aux Oscars. C'est pas pareil, là, on ne va pas être dans le bricolage. Alors justement, vous pouvez nous détailler un petit peu ce projet? Parce que là, comme ça, Oscar 2028, je suis sûre que beaucoup de gens qui écoutent, il est fou Patrick Bosselin, il ira aux Oscars en 2028, avec quoi, comment? Ça paraît très ambitieux, dites-nous en plus. Oui, peut-être, mais bon, ça a toujours été. Preuve pour mon premier festival, le Caducée d'Or. Qui aurait dit qu'un Martiniquais qui arrive à Paris, au théâtre de Wagram, présente son film à un festival international? Comme je dis, nous, on n'est pas plus mauvais que d'autres. C'est ce que je me suis toujours dit. Et c'est certainement ce qui a déclenché cette force en moi. On me suis dit, waouh! Je ne vais pas dire un gros mot, mais je les ai eus, quoi. Américains, Italiens, ils n'avaient pas les mêmes moyens, malgré que c'était... Donc, non, j'irai aux Oscars, pour moi, c'est 2028. Les Oscars, c'est toujours février-mars de l'année. Ça se prépare bien avant, c'est-à-dire que, bon, là, l'année se termine. Je pars pour des repérages parce que je ne suis pas sûr que le prochain film sera tourné, ce sera peut-être en Afrique. Et donc, je pars en repérage encore en janvier. Et puis, toute l'année 2025, ça va être repérage, recherche de figurants, scénario, créer toute une équipe et tout. L'année d'après, c'est le tournage, ça va être certainement début d'année 2026, le tournage.
post-production. Et ensuite, toute l'année 2027, c'est diffuser le film dans des festivals reconnus par l'Académie des Oscars. J'ai échangé déjà avec eux pour bien comprendre le système. Donc, ils m'ont déjà donné tous les trucs pour être dedans. Et j'y serai, tout simplement. Donc, vivement demain que je continue et j'y serai. Alors, avant d'y aller, vous avez évoqué l'Afrique et vous en revenez, en tout cas d'Afrique, vu que vous avez été invité justement Bonne transition. Merci. Par le gouvernement du Bénin donc, pour présenter la couleur de l'esclavage. On l'a dit, ce film, à ce jour, a recueilli déjà plus de 60 récompenses à travers le monde. Meilleur film d'intérêt historique, meilleur documentaire lors du Festival international du film d'Avignon, ça ce n'est pas rien. Meilleure réalisation, et j'en passe. Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans cette expression « nul n'est prophète en son pays » Car on a l'impression que vous raflez absolument tout à l'international, mais que ici, sur votre île, c'est compliqué. Oui, mais sur l'île, on reçoit des récompenses quand on meurt. Donc, je ne suis pas encore près de mourir. Donc, ça va le faire après. Oui, on va trouver peut-être un dieu, tiens, on va faire truc Bosselin, je ne sais pas, école audiovisuelle, je ne sais pas quelle connerie. Peut-être pas l'aéroport, mais bon, bref. Mais non, mais c'est comme ça, malheureusement, ça a toujours été. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses, quoi. Donc, on fait confiance à des gens qui viennent de l'extérieur, qu'on finance et tout. La Guadeloupe a commencé avant nous, hein. Le tropique criminel qu'on parlait tout à l'heure, il est arrivé après. La Guadeloupe, systématiquement, donne 500 000 € à la BBC pour tourner Paradise. À l'époque, on disait, les politiques disaient, bon ben, oh non, ça va faire, on parlait de techniciens, l'emploi des techniciens. Ben voilà, ce cercle vicieux. Mais si j'ai les moyens, je vais prendre pour mon équipe, là, je vais prendre des techniciens, je vais prendre des acteurs. Je sais qu'on est à plusieurs millions d'euros parce que bon, là, c'est un gros sujet. Il y a des gars qui me suivent, qui sont déjà partants avec moi, des cascadeurs et autres qui vont venir avec moi. Donc j'irai parce que c'est comme ça que moi j'ai une force, que j'arrive à emmener du monde avec moi par rapport au thème, par rapport à ce qu'on veut faire. Faut taper sur la table, il faut y aller, quoi. Tous nos politiques locaux en fait sont toujours légers, j'appelle ça des comiques. Donc voilà, c'est on promet, ça fait bien, voilà, comme tout politique le plus souvent. Donc c'est rare ceux qui font effectivement quelque chose de... On parle même pas de l'actualité, mais on fait. Il y aurait beaucoup à dire. C'est le sujet d'une autre émission. Pour revenir à votre carrière et à vos films, participer à des festivals, ça a un coût et ça vous coûte aussi beaucoup d'argent. Oui, ouais. Oui, là, je suis à un peu plus de 8 000 € d'inscription, de frais d'inscription du film. Alors, c'est très bonne, la question est judicieuse, c'est-à-dire que j'en profite pour rebondir, que parce que les gens croient que j'ai primé, je reçois de l'argent. Eh bien non, je paye. Je paye mes déplacements, je paye même les soirées VIP de remise des prix. Quand je vais sur le podium représenter la Martinique, je paye pour être à soirée. Ça coûte environ, on va dire, 250 $ environ, malgré que je suis réalisateur nominé. C'est comme ça à travers le monde. Les Oscars, c'est encore notre niveau. Donc voilà, c'est 3 000 €. Et malgré tout 3 000 ça, $. Malgré tout ça, Patrick Bosselin, le fait que vous soyez tout le temps obligé de mettre la main à votre poche, vous avez toujours refusé de vous expatrier, alors que peut-être ce serait plus facile de partir aux États-Unis, faire des films, ou même ailleurs dans la Caraïbe. Qui sait? On va prendre l'exemple de Zan, on a commencé en même temps avec Zan. À l'époque, je demandais déjà si on pouvait m'acheter des bobines, parce qu'à l'époque, il y a plus de 25 ans, il n'y avait pas de la vidéo, il n'y avait pas de numérique, on tournait avec des bobines de film, avec de la pellicule. Quand j'ai fait la demande, on m'a dit non, moi je ne pouvais pas. J'ai dit à Zan, on a bien fait le film du film, comme on dit, hein, on aime bien ce genre de truc. Eh bien non, on n'a pas non plus soutenu. Voilà. Donc, et moi, je suis fidèle à mon île. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'être né en Martinique. Je suis un Martiniquais qui va dans le monde représenter la Martinique. Je parle français, mais je suis avant tout Martiniquais. Est-ce que justement aujourd'hui, vous avez gagné la reconnaissance de votre peuple, à défaut de celui des politiques ? Ah oui, non, mais c'est tout le temps, ça fait plaisir que je sois... pourquoi je suis dans l'île? Mais je prends des avions, hein. Je vais au Canada, je vais aux États-Unis, je vais partout. Il y a des avions, je reviens. Là. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps et je repars mardi. Donc, mais je reste fidèle à mon île, je fais ça pour mon île et mes films sont made in Martinique et pas made in France. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Bosselin d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé un peu de votre pugnacité sur ce plateau. Je remercie également mes consoeurs d'avoir partagé merci à cette vous. émission. Le mot de la fin, c'est oui. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 6e émission Angle de Vue.
Bien évidemment, cet entretien est à retrouver sur les ondes ainsi qu'en ligne sur nos 3 médias respectifs via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. Et on se retrouve très vite pour un nouveau portrait.